28 août, en direct de la MJC Centre social de Chenôve, où un projet a été mis en place par les animateurs, Kevin de la MJC Centre social de Chenôve et Mourad de la MJC Centre social de Montchapet. Donc Mourad, c'est moi qui est au micro. Donc j'accueille autour de moi deux jeunes et un adulte. Je vais leur donner la parole pour, dans un premier temps, de se présenter. Donc, à ma droite, je vais laisser l'adulte se présenter. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Baptiste Bader. Je suis responsable de formation et coordinateur pour la branche Bourgogne-Franche-Comté d'un organisme qui s'appelle Webforce 3. Nous sommes spécialisés dans des formations du numérique qui vont aussi bien des métiers du web qu'aux métiers du community management, en passant par le développement notamment sur Unity ou sur de la 3D, bref. C'est assez large. Nous avons en Bourgogne-Franche-Comté un centre à Dijon, à Auxerre, à Autun, au Creusot et également à Orléans. C'est plus la Bourgogne, mais voilà. Et à Mâcon aussi. Voilà. Super. Je vais donner la parole à un jeune de la MJC Centre de Chenôve. Alors bonjour, moi je m'appelle Thomas, je suis lycéen et je rentre en terminale. J'aime la programmation et utiliser les outils numériques pour planifier et organiser des projets. Voilà. La parole à un jeune de la MJC Centre Montchapet. Bonjour, je suis un jeune de l'AMJC Montchapet. Je m'appelle Théodore, je suis au collège et voilà. En quelle classe, Théodore? Je passe en troisième. Super, super. Donc voilà, si nous sommes tous rassemblés là aujourd'hui, c'est pour voilà, parler un petit peu de tout ce qui est l'utilisation numérique. Donc Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, voilà, sur le numérique aujourd'hui? Après, peut-être ma question, elle est un peu, comment dire, elle est peut-être pas générale, ouais, mais est-ce que aujourd'hui tu peux nous en dire un peu plus, voilà, sur l'utilité numérique, voilà, ce que ça représente aujourd'hui, quels sont les, voilà, par exemple, si je parle du numérique, je parle des téléphones aujourd'hui, des smartphones et des ordinateurs. Est-ce qu'on est plus branché sur les smartphones ou bien est-ce qu'on est plus branché sur les PC? Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, oui, enfin du moins je vais essayer parce que c'est une question qui est très large, en effet. Pour ce qui est de l'utilisation, on va dire que ça dépend essentiellement des tranches d'âge et de l'utilisation professionnelle ou hors professionnelle. Mais certes, aujourd'hui, on utilise de façon générale, notamment pour naviguer sur Internet, bien plus son smartphone ou les tablettes qu'un ordinateur, de façon générale. C'est pour ça notamment que quand on va faire du développement dit web, on va faire du responsive design, c'est-à-dire que votre site ne va pas s'adapter que sur un ordinateur, typiquement, mais également sur un smartphone et une tablette. C'est quelque chose qui va être automatisé dans le développement, par exemple. Mais au niveau de l'utilisation et de façon générale par rapport au numérique, on s'en est notamment rendu compte là pendant le confinement. C'est que d'une part, l'obligation de faire du télétravail, mais également le fait de devoir, pour certaines entreprises, stopper leur activité, a très clairement mis en avant que c'était essentiel de maîtriser certaines compétences informatiques pour pouvoir continuer son activité, même quand on est chez soi, avec des plateformes qui existent. On en connaît certaines, que d'ailleurs les jeunes ici doivent connaître certainement, comme Discord, qui, pour certains groupes de travail dans les entreprises, permettent de faire du partage d'écran. Et même au-delà du côté gamer et de partager du jeu, on est capable de dire, bon bah voilà, moi je vais te partager ce sur quoi je suis en train de travailler, on a une plateforme pour échanger. Il y en a d'autres comme Slack, mais voilà, donc à cette question, j'ai envie de dire, oui, le numérique est partout, très clairement. D'accord, ok. Merci pour la réponse. Et moi, tu as parlé d'un mot où là, je voulais y venir. Donc, tu m'as tendu une perche, c'est le confinement. Et je vais me retourner vers les jeunes. Vous, les jeunes, pendant le confinement, est-ce que, voilà, est-ce que le numérique a été vraiment un outil pour vous, pour travailler ou pour vous occuper pendant cette période-là? Le confinement, il m'a permis de me lancer dans la programmation, quelque chose où j'avais pas vraiment le temps avant, mais en enlevant les temps de transport et tous les temps neutres de la journée où on peut pas vraiment travailler, ça m'a permis de me lancer dans tout un tas de domaines.
L'utilisation aussi des ordinateurs, ça permet un stockage qui est quand même plus accessible et plus facile que sur papier, parce que bon, sur papier, il n'y a par exemple pas les commandes pour rechercher un mot directement, alors que sur ordinateur, c'est pratique. Voilà, moi je pense que le confinement, ça m'a beaucoup apporté en temps et en capacité de travail, en utilisation des outils plus optimales, enfin, d'options en plus qui facilitent la vie. D'accord. Et toi, Théodore? Bah, j'ai pas trop utilisé le numérique pendant le confinement parce que j'avais pas de connexion. Donc voilà. D'accord. Donc, t'as pu quand même travailler autour de la scolarité, malgré que tu n'avais pas d'accès. Ouais, un petit peu. Ok. Et est-ce qu'on a eu une montée en flèche pendant la période du confinement sur des, sur des ventes? Après, je sais pas si vous gérez vous des ventes au niveau de vos missions, mais tout ce qui est vente d'ordinateurs ou de... Moi, par exemple, à titre personnel, hein, voilà, bon, je pense qu'on a tous une box aujourd'hui. On a tous un réseau internet à la maison. Moi, par exemple, j'ai dû, voilà, ayant des enfants, j'ai dû m'abonner à certaines choses que je faisais pas avant le confinement, et que pendant le confinement, j'ai dû m'abonner pour, entre autres Netflix, tout à fait, entre autres, hein. Mais voilà, pour essayer, pas forcément pour nous connecter directement, voilà, pour occuper les enfants, mais voilà, j'ai dû avoir voilà, j'ai dû m'abandonner, prendre un abonnement pour, voilà, pour avoir des services pour occuper les enfants. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a une montée en flèche? Je pense que Jean-Baptiste. Oui, oui, oui. Bon, après, c'est pas Ton point de vue là-dessus ou pas? mon point de vue. Bénéfice, c'est bien, c'est pas bien, Je dirais que ça va dépendre. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. C'est un petit peu comme tout. Notamment le fait que la plupart de ces personnes soient passées par Amazon, c'est quelque chose d'assez négatif, par exemple. Mais bon, après, au-delà des prises de position, notamment vis-à-vis de l'environnement, j'ai envie de dire que ça met simplement en avant l'évolution de la consommation et que les gens avaient besoin et continuaient de vivre pendant le confinement. Donc on a fait avec ce qu'on pouvait avoir. Et en l'occurrence, avec toutes les enseignes qui étaient fermées proches de nous, il a fallu faire autrement pour consommer. Donc voilà. Après, oui, au niveau de l'achat de produits multimédia, en effet, on a vu une évolution assez incroyable, notamment de micro-ordinateurs, d'Arduino, de tablettes, moins de PC, vraiment plutôt sur du petit matériel, mais également sur des éléments ludiques purs, pas uniquement des vidéoludiques, notamment sur les jeux de société, avec une explosion de jeux de société, notamment assez complexes, pas de Cluedo ou autres qu'on connaît tous, mais ça fait partie des choses qui sont intéressantes aussi. Mais donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les jeunes, en direction de Jean-Baptiste, pardon, excuse-moi. Alors, oui, moi j'en ai une. Voilà, donc j'ai essayé un peu la programmation web, etc. Bon, je suis pas un génie dans le domaine, voilà. Et en me renseignant sur un peu les technologies qui existent, j'ai rencontré des technologies style Webflow qui sortent, des technologies comme ça. Et je me demandais si ça allait pas mettre un peu à mal l'arrivée des développeurs front-end dans la vie de tous les jours, ou si jamais c'est sûr qu'aucune technologie ne remplacera le développeur web. Alors, c'est une question qui est assez simple, puisqu'en fait, ça ne va pas remplacer à proprement parler. C'est un petit peu comme des outils comme Wix, si tu veux. C'est des outils qui vont te simplifier la vie. Un CMS comme WordPress, par exemple, va te permettre de créer un site web très facilement. Mais pour une entreprise qui va avoir des besoins très spécifiques et très complexes, on n'en est pas aujourd'hui, et Google en est très loin aussi en termes de développement, pour faire des outils qui soient à même de répondre à ces besoins-là. On a vraiment besoin d'un œil humain et de compétences humaines pour aller loin. Après, tu parlais de front-end. Je ne sais pas sur quel langage de programmation tu as travaillé jusqu'à présent. Je pense que tu as dû voir un peu d'HTML, CSS. Je ne sais pas si tu as bossé sur du JavaScript. C'est le premier vrai langage de programmation sur lequel on va vraiment avancer dans le front. Et aujourd'hui, c'est le langage qui permet vraiment de faire
tout, ou presque, avec des outils et en l'occurrence des frameworks comme React. Oui, on va pouvoir développer de l'application mobile extrêmement puissante comme si on les avait fait sur Java. Java J2E, hein, j'entends. Donc voilà, non. Vous pouvez vous lancer sans souci dans le développement web. Au contraire, ça recrute et ça recrute bien. Théodore, une question à Jean-Baptiste. Moi, après Théodore, j'aurais une question concernant, parce qu'on parle beaucoup de web, et j'aurais une question concernant le web. Bah, Désolé. Théodore. vous faites quel genre de site? Enfin, vous programmez quoi? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, vous parlez de langage et tout, mais ça vous sert à quoi tout ça? Alors, en fait, si tu veux, tu es au collège, hein, c'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que tu as travaillé avec un langage qui s'appelle Scratch. Ouais. Voilà, donc c'est un langage qui permet de découvrir les bases de la programmation. Les différents... Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les langages de programmation, mais on va déjà définir 2 grands types. C'est-à-dire qu'on va avoir les langages en web notamment, mais les langages compilés et les langages interprétés. La plupart des langages web sont interprétés. On ne passe pas, on va pas avoir besoin de compiler son code pour que la machine sache ce qu'on veut qu'elle fasse. L'HTML, CSS et le JavaScript, c'est ce qui va permettre de faire le squelette et on va dire la peau que tu vas mettre sur ce squelette dans un site web. Si on devait dire qu'à la place d'un site, tu vas faire une voiture, l'HTML, c'est la carrosserie, le CSS, c'est la peinture, le JavaScript, ça va être les éléments d'animation un peu sympas, les fenêtres qui s'ouvrent, ce genre de choses. Et ensuite, quand tu vas aller dans le back-end, à savoir le PHP notamment, ta base de données, relationnelle ou non, mais on va parler de MySQL qui est le plus connu et le plus utilisé, c'est ce qui va être, là aussi pour faire très simple, le moteur. C'est ce qui va emmener ta machine. Voilà, grosso modo. Après, là, on est sur du web. Si demain, tu veux travailler sur du Python, je ne parle pas de Serpent, bien entendu, le Python, c'est un langage dont on va se servir notamment pour faire de l'intelligence artificielle. J'ai eu du mal, par exemple. Mais si tu veux travailler sur du C#, c'est le C dièse, il ne faut pas dire C dièse, il faut dire C#. C'est un langage qui va permettre de travailler notamment avec des moteurs comme Unity ou l'Unreal Engine pour faire, par exemple, du développement de jeux vidéo. Donc, voilà, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de langages différents. Il faut choisir à un moment, quitte à continuer d'apprendre d'autres langages, mais il y a une certaine différence entre eux, notamment le développement logiciel et le développement web. Voilà. Jean-Baptiste, est-ce qu'aujourd'hui, puisque là on a pas mal de jeunes qui sont en face de nous, est-ce qu'on doit se protéger? Est-ce qu'il est important de se protéger au niveau, parce qu'on parle du numérique, hein, tout ce qui est de web, est-ce qu'il est important de se protéger au niveau tout ce qui est sur connexion Internet? Quand je parle protéger, on parle des réseaux sociaux, par exemple. Bon, je ne vais pas les citer, mais on peut, voilà, aujourd'hui, les jeunes sont plus branchés, je pense, Instagram et puis Snapchat. Donc, du coup, je les mentionne. Est-ce qu'on doit se protéger? Il est important de se protéger. Quand je dis protéger, c'est-à-dire son identité soi-même. Je pense que, alors oui, c'est important de faire attention à ce qu'on publie, à ce qu'on poste, mais aussi derrière tout ce qui va être plutôt axé cybersécurité, mais on va peut-être pas en parler, mais on fait aussi du réseau et de la télécommunication, donc c'est des éléments qui sont importants, mais par rapport à l'image qu'on va avoir sur Internet, bien entendu qu'il faut faire attention. Après, selon moi, plus que se prévenir ou autre, c'est vraiment... La plupart des problèmes viennent d'une méconnaissance des systèmes et de ce qu'il y a derrière. Si on prenait le temps de lire les éléments et de s'intéresser aux bases un peu juridiques, donc c'est un peu chiant, mais voilà, il y a des éléments à connaître et c'est important pour vous parce que c'est notamment pour la plupart des entreprises l'utilisation de ces données qui les intéresse. Quand vous cochez les cookies ou que vous cliquez sur « oui, j'accepte tout »,
ça veut dire quelque chose derrière. Et ça peut être bien de regarder, de lire au moins une fois, de s'intéresser à la politique de confidentialité des cookies, au RGPD, à savoir la politique de protection des données utilisateurs qui vous intéresse en fait. C'est ce que ça vous regarde vous. Mais voilà, c'est du temps et je sais très bien qu'entre naviguer sur son truc ou cliquer pour que la pop-up s'en aille très vite, on a souvent tendance à cliquer pour que la pop-up s'en aille très vite. Je te rejoins là-dessus. Hein. Tu vois, moi, après, moi qui, comment dire, qui me connecte assez souvent sur Internet pour aller faire des recherches, mais effectivement, il y a une première page. On est tellement pressé d'avoir une information. En tout cas, pour moi, je suis tellement pressé. Je sais pas, je vais faire un achat, par exemple. Je vais sur un site, d'accord, pour acheter quelque chose. Et là, il y a une page qui s'ouvre qui me demande si j'accepte les conditions. Et c'est vrai que je suis tellement pressé d'avoir l'information, parce qu'on a pris par le temps, je sais pas quoi, que j'ai même pas le temps de lire, que j'accepte tout. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas bon. Non. Bah voilà. Non, parce que ces J'aurais appris informations... quelque chose ce soir. Mais non, mais disons Comme quoi, tu vois, Kevin, c'est important quand même. Voilà. Mais non, mais de façon générale, la plupart des erreurs que l'on fait, notamment dans le numérique, sont des erreurs humaines. C'est rarement la faute de la machine Oui, bah oui, ou la faute du site. Parce que même la plupart, et vous en avez tous déjà vu, je pense que personne ici ne clique sur ce genre de lien, mais vous avez gagné un iPhone, cliquez ici et mettez votre mail. Oh, donnez-nous votre code de carte bleue. Enfin, mais c'est ce qu'on appelle le phishing dans le métier. Le problème, c'est que si sur 3 milliards de personnes, j'en ai ne serait-ce que 2% qui cliquent et qui m'envoient leur code de carte bleue, je m'y retrouve. Donc voilà, si on fait en sorte de prévenir et de dire non, ce sont des faux liens, non, mamie, t'inquiète pas, ta boîte mail ne va pas être fermée, c'est un faux mail que tu viens de recevoir. Voilà, mais c'est malheureusement, il faut accompagner ces personnes-là et c'est ce qu'on entend dans la fracture du numérique notamment, qui touche aussi bien les jeunes que les personnes un peu plus âgées, il ne faut pas croire, parce qu'il y a une grosse différence entre être usager, et je pense que tous ici utilisent son smartphone ou un ordinateur, et être en connaissance des bases qui permettent de prévenir ce genre de problème, ce genre d'abus, on va dire. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Mais c'est ce qui, dans ces métiers-là, ce que l'on appelle Enfin, il y a plusieurs éléments, là aussi, je ne vais pas faire court, mais la veille technologique, c'est quelque chose d'important. C'est s'informer de ce qui se fait, des nouveautés et parfois des abus qui existent pour s'en prévenir. Alors, Nathan de la MJC Centre Salmon-Chapet et Samy de la MJC Centre Salle de Chenauve nous ont retrouvés autour de la table pour nous rejoindre pour parler de la technologie numérique. Est-ce que Nathan ou Samy, est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là à poser à Jean-Baptiste, parce qu'il est là pour nous et il pourra y répondre à toutes vos questions. Nathan, par exemple, on avait discuté tout à l'heure autour du... Tout d'abord, Jean-Baptiste, j'aimerais vous demander, pour vous, c'est quoi un jeu vidéo ? Qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? C'est une question qui est à la fois complexe et à la fois très simple. À la base, un jeu vidéo, c'est simplement un élément qui va être apporté sur un outil numérique, que ce soit un ordinateur pour la base du jeu vidéo qui était fait sur des radars à l'armée, Tennis for Two, et on va jouer seul contre la machine ou on va dire un joueur contre un joueur ou une équipe contre une équipe, bref, mais c'est un élément qui va être avant tout numérique. Pour moi, c'est ça. Après, est-ce que tu peux me dire pour toi ce qu'est un jeu vidéo ? Pour moi, un jeu vidéo, c'est quand c'est une plateforme de jeu où on peut retrouver ses amis, où on peut jouer tout seul contre d'autres, des bots, des personnes du jeu. On est assez d'accord du coup. Donc, est-ce que le jeu a évolué par rapport à des années en arrière ? Je pense que oui. Mais est-ce qu'il continue d'évoluer ou pas ? Bien sûr. Parce que moi, je suis pas un adepte de jeux vidéo. Après, je respecte toutes les personnes qui y jouent. Après, je vous cache pas que voilà, je m'y intéresse un petit peu, mais voilà, je ne connais pas tous les jeux qui existent. Et je sais qu'il en existe une multitude. Mais voilà, est-ce que ça évolue ? Bien sûr.
Bien sûr, ça évolue constamment. On le voit tous les ans, tout le temps. Pas besoin d'attendre le 3, hein, que ce soit au niveau des jeux indépendants ou des énormes triple A, on a des évolutions et on ressent justement les évolutions dans d'autres jeux. Par exemple, sur des jeux comme The Witcher, le 3, hein, Wild Hunt, qui est sorti maintenant il y a quelques années, mais qui ont très clairement impacté d'autres jeux comme la série Assassin's Creed, qui dans Odyssey, on est sur un Assassin's Creed The Witcher en fait. Mais bon, c'est tout ça pour dire que oui, ça évolue constamment et c'est ça qui est bien. Personnellement, enfin, j'ai connu les jeux vidéo sur Atari et Commodore 64, puis avec une Sega Mega Drive. Oui, on a évolué et heureusement, très heureusement. Disons qu'il va y avoir des similitudes entre les langages et on va avoir des éléments qui vont se ressembler. Cela dit, les langages évoluent. Développé sur un vieux moteur d'Unreal Engine et celui qu'on a aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il y a des similitudes, mais on est sur des métiers où il faut se maintenir à jour constamment. C'est pour ça que la plupart, et si ce n'est tous, mais les métiers du numérique demandent de réapprendre à apprendre et d'apprendre tout le long de sa vie. C'est pour ça que je parle souvent de métier passion. C'est que si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne va pas avoir ce côté naturel à rechercher l'information derrière en dehors de ses heures de travail pour continuer d'apprendre et aller plus loin. Typiquement, des langages de programmation comme Flash, qui étaient utilisés il y a quelques années, à la fin de l'année, c'est complètement mort. Donc les gens qui avaient tout parié sur Flash et dit « moi, je vais être développeur sur Flash », aujourd'hui, doivent changer. Ils n'ont pas le choix. Les seuls langages de programmation qui ne vont pas et qui n'ont pas changé, ça va être AS400 et le COBOL. C'est des langages qui sont utilisés notamment dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance, qui sont très rigides, mais qui sont fonctionnels et on fait des choses très sympas. Hein, mais voilà, c'est très rigide, on va dire ça comme ça. Samy, Oui. tu as la parole, Samy. Tu peux me Très poser ta question. Je sens que tu as une question à poser. Moi, je m'intéresse principalement à la musique. Donc, je fais de la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et je voudrais avoir votre avis sur la place de la musique dans le jeu vidéo. Alors pour le coup, ça fait partie des éléments qui ont toujours eu une place importante dans les jeux vidéo. Même si à l'époque, il y a de ça quelques années, les personnes qui faisaient la musique des jeux vidéo n'avaient pas forcément, n'osaient pas et utilisaient un pseudo plutôt que de donner leur vrai nom, parce que c'était pas vendeur. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Au contraire même. Et là aussi, on va avoir aussi bien sur des jeux en 8 bits ou en 16 bits, avec des musiques très particulières mais très fonctionnelles, comme sur la série Undertale, où on a des musiques marquantes qui ont extrêmement bien fonctionné, ou alors sur des jeux notamment comme The Witcher, où on a un travail incroyable sur la musique, et pour le coup, ça fait partie des métiers qui ont de l'avenir. Parce que quand on est doué et qu'on fait en sorte de créer vraiment du contenu de qualité, mais c'est un élément qui est indispensable à l'immersion quand on joue. Donc oui, c'est pour moi important et là aussi il y a de l'avenir. Oui. Est-ce que vous pensez que la musique doit évoluer avec le jeu vidéo? C'est-à-dire que si imaginons qu'on a une première musique d'ambiance et qu'on passe, imaginons, à une salle, est-ce que la musique doit s'arrêter et recommencer? Ou ça doit être quelque chose de continu En l'occurrence, je vais donner mon avis parce que ce serait présomptueux de vouloir obliger ou d'emmener cette idée dans un sens vraiment spécifique. Disons que j'ai pris l'habitude d'avoir des jeux où en effet la musique avait tendance à évoluer. Je vois par exemple dans Oblivion, The Elder Scrolls 4, donc ça remonte à quelques années, mais où on va avoir une musique d'ambiance et en fait, même avant d'être dans un combat, si vous faites attention, la musique va changer, vous savez qu'il y a un ennemi quelque part. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Après, des musiques d'ambiance qui vont être spécifiques, par exemple dans un Call of Duty, et où on va juste avoir une ambiance sonore pour mettre la pêche, ça fonctionne aussi et ça ne me dérange pas. En l'occurrence, j'ai pas de problème dans un cas ou dans l'autre, tant que la musique me plaît. De la même façon que je n'ai pas de problème avec de la musique 8 bits ou 16 bits. Au contraire, même, j'ai tendance à apprécier la plupart des bons thèmes. Alors après un petit changement d'animateur, donc je reprends la parole. Donc, c'est Thomas du premier tour. Voilà, alors là je suis accompagné donc du coup de 2 jeunes et d'un adulte. Alors d'abord Cyril Adam, professionnel entre le sport relié au numérique. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Cyril Adam, je suis donc effectivement, je travaille à la fois dans le sport et dans le domaine de la formation professionnelle qui me permet de marier les deux, le sport et le numérique. Je vous en parlerai certainement plus tard. Très bien. J'ai aussi à ma gauche Aristide. Présente-toi Aristide. Bonjour, je m'appelle Aristide, je suis en terminale à Carnot. Bien. Et en face de moi, il y a Lucie. Bonjour, je m'appelle Lucie et je vais passer en 4e au collège Marcel Pardet. Très bien, très bien. Alors, on va commencer par une petite explication de Cyril sur ce qu'il fait dans la vie plus précisément. Si tu peux nous en dire plus. Oui, pas de souci. Alors moi, en fait, je suis, on va dire, je suis un petit peu auto-entrepreneur. Pour vous expliquer, en fait, je suis patron de ma propre entreprise. Et j'offre mes services à différentes autres entreprises, donc notamment au CREPS pour développer des formations. Mais j'offre aussi mes services pour accompagner la création, par exemple, d'établissements sportifs de type piscine ou les accompagner, les organismes de formation pour les aider à avoir un label qualité, enfin plein de choses. Oui, je multitâche. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a déjà des questions du côté sur ma gauche? Est-ce qu'il y a des questions? Pensez-vous que la notion du professionnalisme dans le numérique laisse sous-entendre un personnage inapte à toute activité sportive? Alors, je vais répondre à ta question. Je pense que maintenant, avant, effectivement, on avait cette image du geek qui est effectivement accro aux écrans et qui ne peut pas sortir de son écran. Moi, j'ai une expérience personnelle. J'ai mon fils qui a ton âge aussi et qui est complètement accro aux jeux, aux écrans. Et à côté de ça, il pratique un sport par jour, tous les jours. Donc, je veux dire, ça n'empêche en rien, on va dire, à mon avis, les deux. C'est une question de timing, d'organisation et de volonté. Après, en plus, si on peut faire le lien avec, par exemple, e-sport, ceux qui sont complètement dingues des jeux électroniques et qui font que ça et qui font ça leur métier parce que c'est leur passion, je peux vous assurer que les joueurs professionnels ont des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux et ils font une vraie activité physique en permanence pour être sûr de tenir. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors moi j'en ai une de questions. En quoi, quels outils du coup peuvent aider à la pratique du sport dans le numérique ou inversement, en quoi le sport peut aider à la pratique du numérique? Alors voilà, c'est une très très bonne question. Malheureusement, j'ai envie de dire que le sport a toujours été un petit peu éloigné de cet aspect numérique, alors qu'en fait les deux sont parfaitement liés. Alors de deux manières. Déjà, le sport a besoin du numérique. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Les sportifs de haut niveau utilisent de plus en plus énormément d'applications pour optimiser leur performance. Vous avez des jeux mais vidéo qui imitent parfaitement le cyclisme. C'est-à-dire que vous pouvez être sur un vélo d'appartement et faire le Tour de France. En respectant, ça va respecter parfaitement l'allure de votre vélo, la résistance que vous avez mis. Vous allez être confronté à un Russe qui va faire la même chose en même temps que vous. Donc, il y a aussi des t-shirts connectés, des outils connectés à foison pour les sportifs pour permettre, si vous voulez, d'avoir une vraie suivi de leur performance. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc, le sport a besoin du numérique. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes qui fonctionnent dans le sport s'interrogent maintenant sur les bénéfices du numérique pour développer leur activité. Je vous prends un exemple. Vous êtes éducateur sportif, entraîneur dans un club ou entraîneur, coach sportif dans la vie de tous les jours. Eh bien, vous allez avoir besoin du numérique pour développer votre activité. Besoin de tous les outils de type réseaux sociaux, ce qu'on va appeler du community management, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir développer votre communication via les réseaux sociaux. Et ça, on s'aperçoit maintenant que si vous voulez, quand on est éducateur sportif, si on n'a pas ces compétences dans le numérique, on prend un léger retard, voire un gros retard dans le domaine de la communication. Est-ce qu'au travers, par exemple, de l'analyse d'une pratique sportive, un professionnel qui va se faire filmer, est-ce que des outils vont pouvoir lui, par exemple avec une intelligence artificielle, lui expliquer en quoi son mouvement est peut-être pas correct, en quoi son mouvement pourrait être plus optimal, ou est-ce que c'est encore trop futuriste pour aujourd'hui? Tous les outils existent déjà, c'est impressionnant. Les sportifs de haut niveau exploitent des logiciels vidéo d'analyse du geste qui sont extrêmement précises.
La seule limite à ce concept, c'est qu'en réalité, la performance et la technique est propre à chacune. C'est-à-dire que jamais un outil numérique ne remplacera finalement la réalité technique du geste qui est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on aura beau se dire « Waouh, j'ai développé avec tous les 10 meilleurs athlètes de haut niveau le geste parfait », eh ben, le 11e, il va arriver, il va être champion olympique. Voilà. Parce que ça ne marche pas comme ça, quoi. Voilà. Pensez-vous que dans les prochaines années, le sport et le numérique pourraient évoluer? Alors, oui, je crois clairement que je pense aux prémices du sport et du numérique. C'est même si il n'y a que le sport de haut niveau qui l'utilise actuellement, je pense que ça va très sérieusement se démocratiser et se généraliser. C'est-à-dire qu'actuellement, nous, on voit qu'il y a que les athlètes de haut niveau qui utilisent des outils connectés, des vêtements connectés, des chaussures connectées. Très certainement, dans un avenir proche, ça sera très grand public. Tout le monde pourra acheter ses chaussures connectées, ses vêtements de sport connectés pour avoir une analyse extrêmement précise de son activité. À se demander même quelles seront les limites à ces outils-là, hein, parce que finalement, on pense très sérieusement qu'on pourra même porter dans la vie de tous les jours des vêtements qui vous donneront votre état de santé en permanence, qui préviendront tous les risques d'accidents vasculaires, de tout, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le sport a amené l'émergence des vêtements connectés pour le sport et ça va très certainement se démocratiser dans la vie de tous les jours, quoi. Alors, après un petit changement de plateau, on arrive avec du coup deux nouveaux jeunes. On a Hamza, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Hamza, j'ai 18 ans. Et Je passe Mourad. terminale. Oui, Mourad. J'ai 37 ans, pardon. J'ai eu un petit doute sur mon âge. J'étais en train de le calculer. Et on est toujours avec Cyril. Rebonjour. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une petite question à poser à Cyril. Alors, donc je suis un sportif, hein, mais pas de professionnel. Voilà, j'ai une passion, c'est le football, hein, le ballon rond. Et je pratique une activité. Je suis pas joueur, mais je suis arbitre de foot. On parle beaucoup de, comment dire, tu as parlé tout à l'heure d'évolution. L'arbitrage au sein de cette discipline. Voilà, l'arbitrage a évolué comme le football. Et la vidéo maintenant au niveau de l'arbitrage au sein du football. Est-ce que je peux avoir ton avis, c'est-à-dire sur la mise en place de cet outil pour... Alors, mon avis sur l'arbitrage vidéo dans le monde du foot ou en général, je pense que c'est, dans tous les cas, un appui à de l'humain. C'est-à-dire que je pense que ça ne remplacera pas de toute façon l'homme. Je crois que... Par contre, je pense qu'on va évoluer. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans les prémices de cette vidéo dans le domaine de l'arbitrage. Et je pense qu'on va atteindre des niveaux de technicité qui seront impressionnants, je pense. Par exemple, l'utilisation des drones. Moi, je sais que j'ai travaillé notamment de temps en temps en Suisse dans un site qui s'appelle Macolin. C'est au-dessus de Bienne, Maglingen, si on utilise leur langage là-bas. Les Suisses, ils ont les moyens. Ils ont des sacrés moyens. Et pour vous donner une idée, quand on va faire un entraînement dans un gymnase, par exemple, on peut faire du foot en salle, eh ben, vous mettez simplement votre clé USB sur l'ordinateur central devant le gymnase et ça enregistre la totalité de séance sur je ne sais pas combien de caméras, notamment au plafond, qui vous permet d'avoir une vision de déplacement des joueurs en permanence, avec un transfert sur un outil numérique qui pouvait vous identifier chaque joueur, à quel moment il se déplace, combien de distance il fait, ses changements de sens, ses accélérations, ses vitesses moyennes, ses vitesses maximales. Donc, en fait, on a atteint des outils numériques dans le domaine du foot qui sont spectaculaires. Et c'est exploité maintenant dans tous les sports, hein, ce collectif. Très bien. Et Hamza, est-ce que tu as une question? Oui, j'ai une question. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est le sport qui a fait évoluer le numérique par rapport à un besoin, comme Mourad l'a dit avec l'arbitrage vidéo, ou par exemple, et c'est le numérique qui a fait évoluer le sport par rapport avec le temps?
Oh là, alors ça c'est une très bonne question. Je pense que je ne sais pas la réponse honnêtement. Je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que je pense que le sport a dû voir l'intérêt du numérique à la vue du développement du numérique. Et je pense que le numérique s'est senti intéressé par la voie du sport derrière. Alors je peux te donner un exemple. Il y a des écoles comme l'école d'ingénieurs de Besançon, l'UNSUM, l'école nationale de mécanique et microtechnique, je crois. Ils créent des outils, des micro-outils pour le sport. C'est-à-dire que dans le cadre de leur formation, chaque stagiaire a un projet et généralement les outils numériques qu'ils créent sont dans le domaine du sport. Parce que c'est un domaine qui manque justement d'outils numériques. Donc c'est un peu des deux. C'est le sport s'est intéressé au numérique et le numérique finalement a trouvé aussi un marché dans le sport. Est-ce que comment dire justement, plus on avance, plus ça évolue. Est-ce que dans un futur, le numérique ne va pas tuer le sport? Alors, est-ce que le numérique va tuer le sport ou est-ce que les pharmaciens vont tuer le sport? Moi, si tu veux mon avis, je pense que le sport va prendre plusieurs virages. Je pense qu'il y aura un sport, je vais être obligé d'en parler, hein, un sport réservé aux dopés et un sport réservé aux non dopés. Et le dopage technologique en est un. Voilà. C'est-à-dire que je pense que les technologies, on l'a vu, hein, le vélo électrique, les chaussures à ressort, parce que maintenant il existe des chaussures qui renvoient une énergie, même infime, mais elles renvoient une énergie qui simplifie la foulée. Donc je pense qu'on va arriver, à mon avis, à une pratique de sport différenciée, c'est-à-dire les sports avec une forme de dopage technologique ou autre, et les sports peut-être amateurs, je ne sais pas, mais ça va être, à mon avis, le gros dilemme du Comité international olympique. Parce qu'en plus, le Comité international olympique s'intéresse au e-sport hein, de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des chances que l'e-sport intègre les Jeux olympiques. Ça ne sera pas en 2024, mais peut-être en 2028. Quoi. J'ai encore une question. Est-ce que, comment dire, tu as évoqué le mot amateur. Voilà. Est-ce que tu penses qu'au niveau amateur, ils seront dotés du numérique? Parce que par exemple, moi, voilà, quand je parle de football, donc bien sûr, hein, je pratique au niveau amateur, donc on n'a pas les mêmes moyens et il n'y a pas la même technologie comme on peut voir chez les professionnels. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, le monde amateur sera doté comme aujourd'hui le monde professionnel? Mais je crois que dès maintenant, en fait, le monde amateur a les moyens de pouvoir avoir des outils numériques déjà hyper compétents. C'est pas si cher que ça pour certains outils. Il y aura toujours un décalage entre le sport de niveau et les amateurs, c'est évident. Mais il y a déjà des outils qui existent, déjà des outils rattachés au drone qui permettent d'avoir des analyses gestuelles, le drone qui peut suivre la personne. Quelqu'un qui suit, qui est très intéressé par le sport et en même temps par le numérique, qui est un peu à cheval entre les deux, quelle orientation il peut prendre là actuellement pour essayer d'avoir une formation qui allie ces deux thématiques et comme espérance de métier après derrière, puisque tu disais justement que c'était quelque chose qui était en plein développement. Alors, deux solutions s'offrent à lui. La première, je veux être entraîneur, je veux être éducateur sportif et je veux exploiter les outils numériques. Dans ces cas-là, on va déjà se former en tant qu'éducateur sportif dans les métiers, dans son sport favori, ou il y a même des diplômes sportifs qui proposent, on va dire, une formation dans tous les sports. Hein, ça s'appelle le BPGEPS, Activité physique pour tous. Peu importe la spécialité, vous pouvez déjà vous développer dans le métier d'éducateur. Et après, vous pouvez, dans le cadre de votre formation continue tout au long de la vie, aller chercher des formations dans le domaine du numérique en permanence. C'est-à-dire que, et comme l'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, tout au long de sa vie, on se forme, on crée des compétences supplémentaires pour progresser et être à même justement d'exploiter ces outils. La deuxième solution, vous vous formez dans le domaine du numérique, vous devenez un expert dans votre domaine, et je pense que les domaines, il y en a une multitude, donc c'est possible. Et après, vous allez chercher une clientèle dans le sport. Et là, vous êtes sûr de trouver aussi parce qu'ils cherchent. Pour rejoindre les questions de Kevin et de Mourad, j'ai vu au travers de ma vie l'arrivée des technologies qui allient l'utile à l'agréable, notamment au travers de la console, la Wii, avec Wii Sport,
Pokémon Go, donc des notions qui allient le jeu vidéo plutôt côté positif avec l'idée de l'attractivité au sport. Mais ça reste quand même des choses comme par exemple la réalité virtuelle avec des plateaux roulants pour pouvoir se déplacer. Ça reste quand même des choses qui prennent une place et qui doivent coûter relativement cher à mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, on va arriver à des technologies qui vont être suffisamment petites et suffisamment accessibles pour allier le jeu vidéo au sport directement par le côté utile à l'agréable? Ah oui, mais je crois que ça existe déjà. Enfin, Jean-Baptiste, tu me diras oui ou non, mais je crois que ça existe déjà. Alors, j'aime bien ta question parce qu'en fait, elle m'a fait penser à autre chose. Et j'en profite, je rebondis. Mais ces consoles vidéo sont de plus en plus utilisées dans les EHPAD, dans les centres de personnes âgées, pour leur proposer une activité annexe et leur proposer aussi de sortir un peu de leur centre. Donc, je crois que c'est déjà, pour un coup, un rôle social évident de ces outils-là. Après, que ça prenne moins de place, de toute façon, c'est sûr. On est dans une société où tout se miniaturise. On va y arriver, ça c'est certain. Hein. Pour l'instant, si on a besoin d'avoir un écran, mais je ne sais pas si on regarde déjà à l'ère actuelle, il y a déjà des lunettes connectées qui vont bientôt sortir. Je ne sais pas si c'est Google ou Apple. La capacité de ces lunettes, c'est phénoménal. C'est incroyable. C'est des choses qu'on n'a même pas 5 ans en arrière imaginées. C'est-à-dire que ça va tellement vite. Je ne sais plus qui c'est qui a dit, il y a 20 ans, je ne sais plus, 70% des métiers du futur n'existent pas encore. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas idée finalement de l'évolution des outils numériques et jusqu'à où ça va nous emmener. Hein. Alors, après cette petite coupure, on passe à un nouveau concept. Cette fois-ci, au lieu d'avoir des jeunes qui posent des questions, ça va être l'inverse. Les jeunes vont répondre à des questions. Voilà, donc nous avons Hamza qui est encore parmi nous, Cyril et Jean-Baptiste qui sont avec nous également. Voilà, alors quelle serait la question? Moi, ma question, du moins la première, ce serait de savoir si aujourd'hui votre utilisation est bien numérique, du jeu vidéo ou simplement votre navigation sur Internet, vous a fait réfléchir à un métier et est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes dit, ouais, j'aimerais bien devenir ça, ou simplement si vous vous êtes intéressé aux différentes branches que concernent ces métiers-là et savoir si de fait vous avez songé à vous orienter dessus après le bac notamment. Au niveau du jeu, au niveau du jeu vidéo, c'est surtout de l'amusement, c'est plus du plaisir, on va dire. C'est plus un moyen de se défouler, je pense, comme tout le monde, se dire, allez, on joue 5 minutes, 10 minutes. Au final, on finit 1 heure dessus, tellement ça passe vite. Moi, ce qui pourrait m'inspirer au niveau du numérique serait peut-être community manager, parce que franchement, c'est un boulot, mais génial. Après, il faut s'y connaître, voilà, mais c'est un boulot qui mélange avant tout le journalisme et avant tout le numérique. Et donner l'information ou peut-être vendre un produit. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait, moi, personnellement, quelque chose que je pourrais plus aimer personnellement. Mais comme je dis, ouais, le jeu vidéo serait plus de l'amusement. Mais comme on avait dit avec la musique, il y a peut-être d'autres personnes où ça peut les inspirer à se dire, ouais, au lieu de faire peut-être du conservatoire ou être plus indépendant et faire des musiques de jeux vidéo, faire des musiques par exemple pour, je sais pas moi, des spots ou quelque chose comme ça, ou des sites. Oui, je vois bien ce que tu dis, mais ça me permet de rebondir dans le sens où dans le jeu vidéo, tu pourrais être community manager. Le truc, c'est que dans notamment les métiers du jeu vidéo, on a tendance à ne pas voir tous les métiers qu'il y a derrière. Parce que pour un éditeur comme Ubisoft, lancer un jeu, c'est pas juste on met des développeurs, ils bossent dessus pendant 5 ans et on sort notre jeu. Derrière, tu as justement une partie du budget qui va à la communication, qui va aller au community manager pour qu'il fasse la promotion du jeu. Il y a tout un tas de métiers qui existent, dont nous entendons finalement très peu parler. Par exemple, les game writers, les personnes qui vont créer l'histoire de ton jeu. Mais c'est pas en faisant forcément des études numériques que tu vas faire ces métiers-là. Pourtant, ils existent. Donc voilà, c'était notamment pour ça. Et
de fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que là aussi, tu vois, tu pourrais potentiellement devenir community manager sur ce genre de structure. Donc, ça pourrait être intéressant. Je vais dire, pour apporter mon point de vue à la question initiale, moi, je vois plus le numérique comme étant des outils plutôt qu'un amusement, même si je joue quand même aux jeux vidéo. Moi, ce qui m'attire beaucoup dans le numérique, c'est l'automatisation. C'est simplifier des tâches quotidiennes qu'on vit tous les jours. Je me suis mis au développement d'applications mobiles avec la technologie Google Flutter. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien parce que je trouve que ça devient accessible pour un grand nombre de gens. Plus besoin de passer du côté natif avec les deux langages pour iOS et pour Android. Pour moi, je n'envisage pas une carrière dans le numérique parce que j'ai déjà un autre métier auquel je m'attacherai plus. Mais je continuerai de mon côté à faire des applications mobiles, des choses de ce genre, parce que je trouve ça très amusant de penser au côté user experience, au côté réfléchir à comment mettre tout en place, s'atteler à tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les bases de données, les communications entre bases de données, faire le design, faire tout ça. Je trouve que c'est un moyen de rentrer très profondément dans le monde du numérique. Et si on se rend vraiment compte que c'est pas uniquement quelqu'un derrière qui est juste en train de taper des mots inconnus sur un clavier dans le noir au fond de sa cave. Tout à fait, tout à fait. La prochaine étape, j'ai envie de dire du coup, dans cette idée-là pour toi, c'est de travailler un peu sur Linux, de faire un peu de système et réseau, de voir des éléments de télécommunication. Et puis, cette mentalité que tu as, elle est parfaite, elle est vraiment bonne dans le sens où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la fracture du numérique et du fait de continuer d'apprendre et de s'intéresser à ces choses-là, puisque c'est des compétences transversales qui seront dans tous les cas intéressantes, quoi que tu fasses derrière pour une entreprise. Alors, ma question est assez simple. Sur le même créneau horaire, est-ce que vous seriez, vous, plus partant pour aller faire du sport ou pour jouer à un jeu ou un jeu? Bah, ça dépend quel sport et quel jeu. Après, si je compare mon sport préféré et mon jeu préféré, bien sûr que je vais vouloir jouer au jeu. Ok, alors vas-y, quel est ton sport préféré et quel est ton jeu Sport préféré, la boxe. Jeu préféré, Monster Hunter. Et donc, entre les deux? Bah, Monster Hunter. Logique. Seul ou avec des amis? Avec des amis, c'est mieux, mais même seul. Même seul, ok. Enfin, après, la question, elle est plutôt vaste parce que on peut se dire, bon, si c'est pour une après-midi, ce serait plus du sport. Parce qu'on se dit, bon, on a toute l'après-midi, on peut aller faire un footing, faire un foot avec les copains. Et si c'est le soir, on se dit, bon, une petite partie de jeux vidéo, mais j'aurais dû... Oh. Avant, ça aurait été plus sport. Non, plus jeu. Maintenant, j'aurais dit plus sport. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut oui. dire qu'au fur et à mesure, où tu t'es lassé du jeu vidéo, où tu as trouvé plus d'intérêt au sport alors? J'ai trouvé plus d'intérêt au sport, mais je continue un peu le jeu vidéo de me dire, bon, allez... de temps en temps, ça fait du bien. Ça peut, comme je dis, c'est un peu de la détente. Regarder, jouer, ça fait du bien de temps en temps. Penses-tu que c'est lié aussi peut-être au fait que tes amis sont moins disponibles pour faire du sport avec toi et que c'est plus simple de dire, bon, bah, allez, on se connecte tous sur un jeu en ligne à telle heure et on va se retrouver comme ça plus simple? Est-ce que tu penses que ça peut avoir un rôle ou pas du tout? Enfin, oui, mais d'un point de vue personnel, je suis plus sport individuel. Donc après, jeu individuel, donc je me dis, bon, même si jeu individuel, c'est souvent ennuyant de jouer souvent avec l'ordinateur. Ça dépend, on peut se dire, on peut s'entraîner. Ça peut servir d'entraînement, mais ça dépend. Après, c'est vrai que ça dépend vraiment des jeux. Monster Hunter, ça passe bien en solo. The Witcher 3, ça passe très bien en solo. Ah, bah, bien sûr. Ça dépend des jeux. Ça dépend aussi du sport. C'est vrai. Mais oui, moi j'aurais dit, c'est une bonne après-midi, ça pourrait être du sport, et une bonne soirée, c'est plus des jeux. C'est une question piège, hein. La réponse elle est personnelle. Hein. Ah oui. Et toi, Cyril? Plutôt sport ou plutôt jeux vidéo?
Oui, en fait, ça dépend de mon humeur. Hein. Ah là là, les réponses de politiciens. Ah ouais, ici. En ce moment, je te dirais jeux vidéo. Ouais. Quand les beaux jours arrivent au printemps, c'est le sport, mais sinon, j'ai tendance à vite oublier. Ça s'appelle les résolutions, ça. Est-ce que quand vous pratiquez un sport, vous êtes intéressé pour devenir éducateur sportif dans ce sport? Est-ce que ça vous donne envie de devenir entraîneur et d'apprendre aux jeunes à faire ce sport, etc. Bonjour, je m'appelle Canlec, je vais passer en 5e au collège Montchapet. Non. Je n'ai pas vraiment de raison, c'est juste que en ce moment je suis pas trop intéressé par le sport. Avant et même maintenant, je pense pas que j'aurais dit oui à cette question. Mais du coup, tu penses que c'est parce que tu n'arrives pas à te projeter ou simplement parce que tu as d'autres projets? Non, juste parce qu'il y a les jeux vidéo. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, carrément, ok. Oui, je suis geek. Peut-être quelqu'un qui est plutôt accro au sport, non? Tu fais beaucoup de sport, toi? Alors moi, j'aurais répondu oui et non à la fois. Ça veut dire que moi, quand j'ai fait du sport, notamment des arts martiaux, le kung-fu, j'en ai fait pendant 10 ans d'affilée. Voilà. Quand mon prof expliquait les choses, je me projetais quand je regardais, parce que j'essaie de comprendre un peu déjà comprendre le fonctionnement du cerveau humain, savoir comment encourager quelqu'un à faire quelque chose, le côté relationnel avec les personnes. Et aussi, ce qui m'impressionnait du côté du prof, c'était le côté où il connaissait un peu la mécanique corporelle, savoir que par exemple quand il faisait une clé de bras, il était capable d'expliquer ce qui se passait au niveau des articulations et des os, pour dire c'est là, ça fait pression là, donc ton corps il plie automatiquement. C'était dans ce côté-là que j'aimais bien, que je me projetais, parce que j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Après, aller au côté professionnel, je ne suis pas assez passionné par le sport pour me projeter dans un métier relié au sport. Est-ce que tu as une idée de la compétence principale qu'on attend d'un éducateur sportif? La communication. Ouais, les relations humaines. C'est pour ça on n'est pas obligé d'être un expert dans son sport pour être un excellent éducateur sportif. Il suffit d'être un excellent dans les relations humaines et on peut être excellent derrière dans ce métier. Hein. D'accord. J'ai une question aussi, je suis branché? Oui. Je voulais savoir si pour celles et ceux d'entre vous qui regardaient éventuellement des gens sur Twitch ou sur YouTube Gaming, et également ceux qui regardent, pour ceux qui font du sport, des championnats, bref, on va dire des retranscriptions à niveau professionnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez activement ou pas, et plutôt côté jeux vidéo ou plutôt côté sport, ou les deux? Voilà. Personnellement, je suis plus intéressé dans le côté jeux vidéo que sportif, parce que ça m'intéresse pas trop les compétitions, etc. Mais je regarde pas très souvent des lives, en fait, je regarde plus des vidéos, donc c'est peut-être aussi pour ça. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans alors? Non, j'ai pas plus de raisons, c'est juste je regarde ça pour me détendre. Qu'est-ce qui te plaît en fait? Le côté live, la personne qui joue, c'est pas ce qui t'intéresse en fait, c'est Oui, plutôt le côté création et sketch d'un joueur du grenier ou de Bob Lennon. Ouais, ok. Non, mais je comprends, hein. C'est comme ça que des gens comme Benzaï ont créé leur chaîne et que ça fonctionne, donc oui, carrément. Après, moi j'aurais dit plus sport, parce qu'on s'attend jamais à ce qui peut se passer, mais c'est pareil avec les lives sur Twitch par exemple. Je sais pas si on peut regarder un match de foot, on peut jamais se dire c'est à l'instantané. C'est comme par exemple si on regarde une compétition sur Super Smash Bros. On sait peut-être qui va gagner, mais on sait jamais par exemple si le outsider va le battre. C'est pareil qu'un match de foot, et c'est ça qui donne envie de regarder. Après, soit on préfère la performance sportive plus physique, ou soit on préfère la performance plus mentale, psychique, qui va avec. Mais personnellement, ce serait plus physique. Même si le mental, au niveau du sport, ça peut être aussi très bien à regarder. Il peut y avoir des moments incroyables, que ce soit dans les moments sportifs, comme les moments avec le jeu vidéo. Moi, j'ai tendance à dire que je suis un peu plus actif sur jeux vidéo, parce que ça, c'est un fait qui est dans la société. Je n'aime pas le foot. Voilà. Et le problème, c'est que quand on regarde n'importe quel média, quel que soit le média, radio, télé, etc., on ne parle que de ça.
Je veux dire, mis à part quand c'est les championnats du monde, et encore c'est rare, il y a tout le temps foot, et on n'a pas la présence de d'autres sports, notamment le basket, le rugby, les choses de ce genre. Donc moi, c'est quelque chose qui fait que je ne suis plus le sport, parce que c'est toujours, ça reste le sport unique. C'est ça qui me déplaît au niveau du football. Au niveau des sports, je suis un peu les compétitions Clash Royale, mais c'est rare. Et entre stream et vidéo, j'ai tendance à dire les deux. Tout dépend sur quel style. Quand, à la sortie du jeu Fortnite, quand j'ai commencé un peu à y jouer, parce que je trouvais le concept du jeu bien, j'étais plus tendance à suivre les streamers, notamment Ninja et Tifu, parce que c'était des gens qui jouaient en spontané. Il n'y avait pas de montage et du coup, on pouvait voir leur capacité de jeu et apprendre de comment ils jouaient, parce qu'il n'y avait pas de trucage, il n'y avait rien derrière. Ça veut dire que quand ils se déplaçaient, on pouvait comprendre comment ils réfléchissaient pour se déplacer et jouer. Mais c'est vrai que le live, j'ai tendance à trouver ça un peu lent, un peu trop lent. Et donc, je préfère les vidéos qui sont cutées, très dynamiques, parce que j'ai moins l'impression de perdre mon temps qu'autre chose. Voilà. Merci. Question qui va rejoindre un peu celle que posait tout à l'heure Cyril, mais est-ce que certains d'entre vous, de fait, se sont dit bon, bah moi, ça y est, je vais me former pour bosser dans le numérique très clairement? Est-ce que ça vous est passé par la tête dans votre projet professionnel, en fait? Est-ce que vous vous êtes dit je veux faire du développement, je veux faire du réseau, je veux éventuellement, je sais pas, comme tu disais, devenir community manager? C'est des choses qui sont directement liées à cet univers. Donc, je sais que malheureusement, encore aujourd'hui, on en parle peu, mais c'est des métiers qui existent. J'ai la chance de travailler dans un métier où on forme énormément de gens à ces métiers-là, et on se rend compte que beaucoup avaient cette volonté-là très tôt, et on leur a dit « mais c'est pas fait pour toi », alors qu'on les voit ensuite, et c'est d'excellents techniciens, donc ça aurait pu être bien de les prendre plus tôt. Donc voilà, vos réponses m'intéressent pas mal. Alors bonjour, je m'appelle Denis et je suis actuellement en première STUDD pour être plus précis. Et du coup, pour répondre à la question, ce que je veux faire plus tard, c'est travailler dans la sécurité, c'est travailler dans la cybersécurité. Moi, j'aime bien tout ce qui est réseau, sécurité, voilà. Et ce qui m'a donné le plus envie, c'est des films, jouer aux jeux vidéo. Je suis dans l'informatique j'utilise un ordi depuis que je suis tout petit, et c'est ça qui m'a plus poussé à devenir informaticien. Et par exemple, des films comme Snowden ou des séries comme Mr. Robot, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et par contre, j'ai une question par rapport à un frein. Vous parlez dans quel sens? Genre, qu'est-ce qui pourrait freiner Voilà, c'est ce que je demande du coup. Justement, par rapport à toi, en fait, est-ce que tu t'es dit à un moment, est-ce que ce frein était personnel? Est-ce que c'est toi qui t'es dit non, je peux pas parce que j'ai un problème avec les maths, je voudrais travailler dans un domaine spécifique, mais je sais qu'il va falloir faire des calculs d'intégrale et ça me dépasse. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit mais non, tu peux pas faire ça? Est-ce que c'est par exemple un conseiller d'orientation qui t'a orienté vers autre chose, ou alors on t'a dit non, mais fais plutôt cette filière-là, ce sera mieux, dans ce sens-là en fait? J'ai pas vraiment eu de frein. C'est quand je suis déterminé, j'ai un objectif, je vais y aller jusqu'au bout. Même si j'ai des difficultés, je vais quand même essayer de pallier à ça. Niveau filière, on m'a orienté pour première STUDD parce que j'avais pas forcément l'envie en seconde de travailler. Ça, je l'ai compris, mais ça va, j'ai remonté la pente. Je me débrouille assez bien, ça va. Et j'ai un parcours déjà prédéfini dans ma tête. Je sais qu'après le bac, je vais aller en DUT informatique et qu'après, je vais essayer de viser un bac plus 5 et devenir expert en sécurité informatique. Mais moi, je m'appelle Adam, j'ai 16 ans. Je suis au lycée Brochon. Et moi, j'aime pas trop l'informatique, genre tout ce qui est script et tout ça. Voilà, c'était tout. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui ne te plaît pas en fait, parce que est-ce que c'est ce qu'on t'a apporté comme information au collège avec les langages que tu as pu voir à ce moment-là? Est-ce que c'est un choix réfléchi, toi qui as regardé derrière et tu t'es dit mais c'est pas fait pour moi, ou voilà? Non, en fait, je trouve que c'est trop compliqué.
Genre, il y a plein de petites lettres et tout, je comprends pas. Je vois ce que tu veux dire. Après, dis-toi bien que, un petit peu comme quand tu as commencé à apprendre l'anglais, on est sur des langues en fait. On parle de langage informatique, mais de la même façon que si demain tu devais apprendre le russe, quand tu vas être confronté à l'alphabet en cyrillique, tu vas dire oh là là, mais ce sigle-là, ça veut dire ah en fait, mais c'est super bizarre. Là, c'est un petit peu pareil. Si je te demandais dans une phrase en français et que tu ne savais pas parler le français, ce que veut dire je, tu vas dire bah, ça veut rien dire, c'est juste je, quoi. C'est l'adjectif qualificatif, je. C'est un petit peu pareil dans le développement. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre la phrase dans son entièreté. Pour savoir qu'en JavaScript, eh bien là, tu appelles un ID qui va te permettre de faire telle ou telle chose. Et je peux comprendre ce que tu dis, dans le sens où si c'est pas bien amené, on a tout de suite ce côté « Ouh là 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 là, qu'est-ce que ce truc merci, non merci. Vos dollars, machin, get, là, c'est pas pour moi. » Je peux comprendre. Mais faut pas... Ça pourra te servir quand même. Ainsi s'achève cet échange. Je tiens à remercier à tous les jeunes qui ont participé, donc les jeunes de la MJC Centre Social de Chenôve et les jeunes de la MJC et la MJC de Centre Social Montchapet. Je tiens à remercier Cyril et Jean-Baptiste, c'est bien ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je tiens à remercier aussi Kevin, qui était aux commandes de ces échanges. Donc, ce débat va peut-être continuer autour du repas. Encore merci à tout le monde.